Alors j'ai appris ce matin qu'une manifestation se déroule en ce moment même pour dire stop aux infanticides, à l'inceste, à la pédocriminalité, aux maltraitances et à toutes les violences qui touchent les plus jeunes. Chaque année, 130 000 filles et 30 000 garçons subissent des violences sexuelles. Donc, je commence mon intervention avec ces mots du juge Durand, ancien coprésident de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Les enfants sont des gens sérieux, qui vivent leur vie sérieusement, et qui parfois sont confrontés à des choses absolument effrayantes, cruelles. Les enfants sont des gens sérieux. Il n'y a qu'à regarder un enfant qui joue. Rien n'est plus sérieux qu'un jeu d'enfant. Rien n'est plus grave, plus intense. Il n'y a qu'à regarder un enfant qui parle à un adulte, qui attend une réponse. Un enfant qui regarde le monde des adultes et qui se demande s'il a bien fait de leur faire confiance. S'il a bien fait de les croire quand ils lui ont dit de leur faire confiance, de leur dire si quelque chose n'allait pas. Les enfants sont des gens sérieux. On l'oublie toujours. On fait semblant d'être plus sérieux que les enfants. Pourtant, c'est l'une des rares expériences absolument universelles, avoir été un enfant. Avoir été si vulnérable, si dépendant de la bienveillance, de l'attention des autres. Si dépendant du regard des autres, et d'abord de ses parents, pour être quelqu'un d'unique dans leur regard, avoir une identité inaliénable. L'annonce de ce colloque a spontanément éveillé mon désir de travailler la question des négligences et de leur fonctionnement. Elle m'est d'abord venue, cette question, articulée au contexte familial et à la manière dont certains parents se comportent avec leurs enfants. La frontière, ou l'éthique que demande à un être d'occuper la position de père ou de mère, à partir de laquelle un enfant pourra prendre appui pour grandir et se construire, marque aussi, lorsqu'elle est franchie, le glissement possible vers ce que Fernando de Amorim nomme le tyran domestique, position caractérisée par le rapport de domination dont jouira un majeur envers l'enfant dont il a la responsabilité, et qui pourra alors se décliner sous une myriade de formes. Les maltraitances qui peuvent être qualifiées d'ordinaires dès lors qu'elles n'entraînent pas immédiatement pertes et fracas, n'en demeurent pas moins des maltraitances. Et c'est parmi toutes ces formes de violence agies verbalement ou corporellement que peuvent être identifiées les négligences, comme constituant le versant en négatif de ces mêmes violences. En négatif, c'est-à-dire vidé des actes et des paroles dont elles sont issues. Ces actes et ces paroles correspondent aux différentes formes que peuvent prendre les organisations intramoïques d'un être, à savoir la résistance du surmoi pour ce qui se rapporte aux actes et le grand autre non barré en ce qui concerne les violences parlées. Dans les deux cas, leur expression interroge la manière dont un majeur va composer avec ses pulsions et dont il va traiter les tensions et frustrations qui vont naître en lui et que la position même de parent qu'il occupe viendra démultiplier. Il en suivra la manière dont il s'autorisera ou non à soulager ces tensions et frustrations en utilisant l'être mineur dont il est responsable. Car en effet, force est de constater que là où la haine issue des organisations intramoïques se nourrit avec le plus d'appétit, c'est lorsque l'autre se trouve en position de dépendance et qu'une domination en est de ce fait facilitée. Or, les enfants sont, par leur condition même, dans une position radicale de dépendance à l'autre. La vulnérabilité qui en découle est décuplée par leur développement psychique et affectif en cours. Alors tout d'abord, comment saisir la radicalité de la dépendance d'un enfant à son parent ? Comment s'imprégner combien l'enfant, dès sa naissance,
est seul et dans une large mesure soumis à la manière dont ses parents vont le traiter. Comment saisir l'arbitraire de l'environnement avec lequel il sera amené à composer jusqu'à ce qu'il soit en âge de décider par et pour lui-même. J'avais été sensible, à l'époque où je les avais lus, aux propos de Neige Sino dans son livre Triste Tigre, au travers desquels elle explorait ses fantasmes et la manière dont s'ils étaient agis, ces fantasmes, ils deviendraient une reproduction des actes pédophiles qu'elle avait eu à vivre lorsqu'elle était enfant. Ces propos m'avaient interpellée en ce qu'ils rendaient compte de manière non édulcorée de la vulnérabilité de l'enfant et du même coup de la manière dont la responsabilité des adultes pouvait chuter d'un instant à l'autre, c'est-à-dire dans un passage à l'acte, matérialisation d'une jouissance, d'un pouvoir dont ils s'autorisaient alors à disposer sans entrave. Ces propos constituent un témoignage que je trouve courageux d'une femme qui, en position de mère d'une enfant qui a alors 10 ans, vit la complexité de l'entremêlement de ce qu'elle a elle-même vécu lorsqu'elle était enfant, avec ce qu'elle vit dans la position de mère qu'elle occupe, mêlée à sa propre vie fantasmatique. « Je suis seule avec elle dans sa chambre, écrit-elle, et j'imagine ce que je pourrais lui faire. Il suffirait que ma main change de direction, qu'elle descende dans sa culotte. Est-ce qu'il y en a qui passent à l'acte juste par défi ? Demande-t-elle. Pour briser le miroir, voir ce qui arrive si on ne respecte pas les règles du jeu ? Je suis presque sûre qu'elle ne dirait rien, ou bien si elle disait quelque chose, je pourrais la manipuler facilement pour qu'elle ne résiste pas. Je pourrais la cajoler, lui faire croire que c'est juste un câlin, faire un peu de chantage, comme quand je cherche à obtenir d'elle qu'elle range sa chambre, du chantage au dessin animé du samedi. Si tu ne fais pas ce que je te dis, pas de télé. Ou menacer. Ce que le moi donne à voir sur la scène sociétale contraste avec les expressions des organisations intramoïques qui se déchaînent dans la vie privée. Le plus souvent, le moi méconnaît ses agissements. C'est cette même dissociation dont témoigne cet article du Monde à propos de l'un des accusés du procès des viols de Mazan. Je vous en lis un extrait. Nicolas F. est journaliste pour la presse quotidienne régionale. Face aux policiers, il s'estime gentil et respectueux à l'égard des femmes, pouvant même parfois n'être pas assez entreprenant. Certes, il est surpris par l'inertie de la victime, mais comme son mari lui avait assuré qu'elle était d'accord, dit-il, il avait procédé aux attouchements. Il évoque un gros manque de discernement. Ce sont ses mots. Et dans son ordinateur, 4284 images et 262 vidéos d'exploitation d'enfants. Fin de la citation. S'agit-il là encore d'un gros manque de discernement ? À quel moment la censure de l'agir saute-t-elle ? À quel moment les organisations intramoïques prennent le pas sur le surmoi ? À quel moment le moi, sous la pression de ces organisations intramoïques, cède-t-il, en autorisant la résistance du surmoi et le grand autre non barré, à prendre les rênes de sa vie, ou tout du moins d'une partie, et à agir ses pulsions, sexuelles et agressives, sur plus faibles que lui ? À quel moment s'autorise-t-il à user de sa force pour exercer un pouvoir de domination sur l'autre, que ce soit en agissant ses pulsions ou en exerçant une privation à l'égard de celui-ci ? J'ajoute ce dernier point, car vous aurez certainement remarqué la difficulté avec laquelle j'avance dans mon propos, où je parle de violence agie, là où le thème que je vous avais annoncé est celui où précisément cette violence n'est pas agie, mais où celle-ci se matérialise par les privations exercées par le majeur envers l'enfant dont il a la responsabilité. Oui, mais comment nommer ce qui n'est pas ? Alors la négligence, qu'est-ce que c'est ? On trouve toute une littérature sur les carences que peuvent entraîner les négligences caractérisées. Il s'agit le plus souvent de négligences associées à une précarité des parents. Pauvreté, contexte environnemental défavorable lui sont par exemple régulièrement associés. Mais qu'en est-il des négligences ordinaires,
ces négligences insidieuses, presque invisibles, tant elles concernent la banalité du quotidien, et qui, elles, ne sont pas associées à une catégorie sociale. Qu'en est-il de ces petits riens qui, cumulés, créent des entailles profondes, sourdes, difficiles à percevoir, à identifier, et qui sont banalisées tant elles sont jugées comme peu signifiantes? Parmi les articles lus sur la négligence, je note ceci. De façon générale, il faut aborder cette question des négligences parentales au travers du prisme du souci de l'enfant, et notamment ses besoins fondamentaux. Il y aurait ainsi négligence parentale dès lors que les besoins essentiels de tel enfant ne sont pas assurés, mais bafoués. Je note également cette manière de parler de la négligence comme d'un concept en creux, caractérisé d'abord par l'absence ou le dysfonctionnement de gestes appropriés pour assurer le développement de l'enfant dans des conditions de sécurité psychique et physique. Ces auteurs, donc les docteurs Nicole Garrett-Gloanec et Anne-Sophie Pernel, poursuivent en indiquant que la négligence est le plus souvent non intentionnelle et est le fait d'omettre, ce qui la rend plus invisible. Ces mêmes auteurs la caractérisent comme étant chronique, répétitive et souvent transmise de génération en génération. Cette notion de transmission m'évoque un documentaire visionné il y a quelque temps et qui porte sur des femmes ayant commis un infanticide. La femme à laquelle je pense particulièrement parle de sa fille qui a tué son fils de 4 ans avant de se tuer à son tour. Voici ce qu'elle dit. Il y a toujours une transmission parentale aux enfants, les grands-parents, il y a toujours une transmission. Moi, je ne pense pas qu'on est avec un tempérament. Un caractère, on se le forge par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel on grandit. Moi, j'ai un tempérament très résigné, très fataliste, dit-elle. Mais c'est vrai que petite, moi, j'étais dans un contexte un peu violent et je m'y suis accommodée. Et c'est vrai qu'après, je me suis mariée, je suis tombée amoureuse d'un gars violent et bon, à un moment donné, c'est vrai que j'ai quand même mis 10 ans pour dire stop, pour partir. J'en ai jamais parlé à mes parents, j'en ai jamais parlé à mes sœurs, parce que ça ne se disait pas, ça ne se faisait pas. Et moi, j'étais comme ça. Je me disais, la vie, elle me donne ça, et je suis obligée de prendre ça. Et bon, inconsciemment, je l'ai transmis à ma fille. Et peut-être que bon, voilà, en mettant fin à sa vie, en mettant fin à la vie à Valentin, elle a coupé. Elle a coupé ce processus familial dans lequel on était, dans un engrenage infernal. Fin de la citation. La réalisatrice de ce documentaire attire notre attention sur le systématique « je n'avais pas le choix » qui ponctue le discours de ces femmes ayant commis un infanticide. Et pourtant, lorsque toute perspective d'avenir apparaît comme bouchée, la psychanalyse peut constituer, pour ceux qui la croisent, une alternative à la mort comme solution. Car à quoi d'autre sinon précisément à la possibilité de construire une nouvelle voie libidinale, loin de celle transmise de génération en génération, la psychanalyse ouvre-t-elle? Ainsi, la négligence est caractérisée par un manque de soins à l'encontre de l'autre qui est en position de dépendance. Elle concerne d'abord, sans y être réduite, la manière dont le corps est traité, à la fois dans sa dimension strictement corporelle, c'est-à-dire l'hygiène et les soins corporels, le respect des besoins fondamentaux, l'instauration d'une intégrité corporelle, d'une intimité, mais aussi dans la manière dont ce corps va être investi affectivement et colonisé par les signifiants. Il constitue l'habitacle d'un devenir psychique qui va pouvoir s'y loger dans la mesure où ce corps existe, et là je cite M. de Amorim, et je signe, comme limite de la libido, habitat du désir, location pour l'être. Nous percevons donc dans quelle mesure le corps peut devenir objet de la matérialisation des maltraitances et en particulier des négligences. Car en effet, comment l'enfant va-t-il se construire psychiquement lorsque son parent tarde à le nourrir? Comment va-t-il se construire lorsque celui-ci tarde à lui changer sa couche? Lorsqu'il tarde à lui assurer des conditions adéquates lui permettant de se reposer quand il est fatigué, de boire quand il a soif, d'interagir quand il s'éveille au monde.
C'est donc aussi de temporalité dont il est question, dans la mesure où le majeur impose à l'enfance de s'adapter à lui, plutôt que d'assumer sa responsabilité en apportant les soins que nécessite l'enfance et qui lui sont indispensables à son éveil. Et ce faisant, c'est à partir des organisations intramoïques de ses parents que l'enfance va se construire et construire sa valeur, en s'identifiant au grand autre non barré et à la résistance du surmoi de ces derniers, d'où l'effet de répétition de génération en génération. Ainsi, parmi les conséquences des négligences, il se dégage la manière dont la carence des soins dans le réel, causée par les exigences pulsionnelles du majeur et orchestrée par ces organisations intramoïques, auront une incidence sur la manière dont l'enfance puis l'enfant apprend à faire avec ses propres exigences pulsionnelles. Nous voyons donc, là encore, comment l'effet de transmission de génération en génération se dessine et le courage que demande à un être le fait de ne pas s'y inscrire. Et c'est précisément pour cette raison qu'avant de conclure, j'aimerais dire un mot sur les négligences des êtres qui occupent une position de soignant. Toutes ces occasions où il cède de sa formation, où il cède de l'utilisation de la méthode et des techniques avec lesquelles il travaille et donc qu'il connaît, et dont il décide pourtant de méconnaître les conséquences en n'en faisant pas usage. Ces négligences nourrissent la lâcheté des êtres. Elles sont une manière d'éviter ce que M. Damorim nomme « descendre dans l'arène », c'est-à-dire le fait d'aller directement parler avec les organisations intramoïques d'un être, passage pourtant inévitable à la progression de toute cure. Un tel fonctionnement fait écho à celui qu'entraîne l'organisation psychique des parents majeurs qui, sous couvert d'amour, répondent aux demandes de leur enfant, là où il s'agit en fait avant tout de répondre à leurs propres demandes d'amour et de soulager leur désir de vengeance et leur propre sentiment de culpabilité. À ce détail près qu'il est malvenu de la part d'un soignant d'arguer l'ignorance pour se déresponsabiliser de telles négligences et de leurs conséquences. L'être humain sait se montrer inventif pour faire de sa relation avec l'autre le théâtre de sa haine. Dans cette logique, tout est bon, semble-t-il, qui puisse lui permettre d'éviter la rencontre avec ces organisations intramoïques, peu lui importe les conséquences, pour lui comme pour les autres. Je dirais finalement que les négligences ordinaires sont repérables par le prisme de la dignité. Elles sont repérables, me semble-t-il, dès lors que la dignité d'un être, quel que soit son âge, n'est pas respectée. Je termine avec ce constat, emprunt à la fois de mes lectures et de la clinique, mais aussi de ma propre expérience, à savoir que respecter l'autre et garantir sa dignité nécessite au préalable d'avoir construit un rapport digne à soi-même. Et lorsque cette dignité n'a pas pu se forger dans l'enfance, la psychanalyse offre aux êtres qui en ont le désir la possibilité d'une telle construction. Merci.